Pour la question de tout à l'heure, pour les petites molécules, comme je l'expliquais, la toxicité venant de n'importe quel endroit, etc., en général, le fait que l'animal ne soit pas un modèle animal, un modèle de maladie, sur l'identification du hasard, ne pose pas trop de problèmes. C'est un peu différent pour les produits biologiques, et il y a des cas de produits biologiques où l'acide n'étant exprimé que dans la maladie, vous avez obligation de tester sur un modèle malade. Donc on a des cas, par exemple, vous développez un anticorps dans la maladie d'Alzheimer, vous êtes un anti-amyloïde, vous avez obligation de le tester aussi, la safety, chez des souris qui sont transgéniques pour l'amyloïde muté humain. Il y a certainement des effets secondaires de cette maladie sur d'autres organes. Et je me dis qu'en fait, si on n'évalue pas la toxicité dans un contexte métabolique lié à la maladie dans son ensemble global, pas juste l'organe atteint, oui. Peut-être qu'on passe à côté de choses. Non, d'accord. C'est pas une obligation légale. Non, c'est pas une obligation légale. Ma question, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Il y a dans certains cas, je vous en ai donné deux où on le fait. Dans certains cas, les exemples que j'ai, moi, personnellement, c'est dans le biologique. Par exemple, c'est le cas aussi dans le diabète. Vous développez un produit hypoglycémiant. Il est clair que vous allez perdre vos animaux très vite parce qu'ils vont être d'hypoglycémie. Donc là, il y a parfois intérêt à aussi le tester, c'est fait aussi, dans des modèles de souris diabétiques qui ont une augmentation de glucose. Mais ça reste des exceptions. Mais encore une fois, si vous avez évidemment... Et c'est d'où l'importance de connaître votre maladie, de connaître votre cible. Si vous anticipez certains de ces problèmes, vous pouvez peut-être aussi vous poser la question. Et donc vous-même proposer des modèles différents. Pour la toxicologie, la molécule elle doit être testée sous la forme qui va être donnée au patient. Parce que par exemple, une souris, on ne lui fait pas prendre un cachet. Donc, bonne question. C'est-à-dire que la molécule que vous administrez, ça doit être la même. Donc l'API, dans notre jargon sur la substance, doit être la même. La même production, ça doit être la même. Alors, vous devez donc chez l'animal, on va pas faire un comprimé, mais souvent d'ailleurs en phase 1, vous allez plutôt utiliser des gélules, donc c'est plutôt de la poudre. Chez l'animal, on va souvent utiliser du gavage. Alors oui, on va parfois utiliser d'autres types de formulations, etc. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est la molécule à laquelle ils sont exposés. Alors, si vous utilisez des excipients, par contre, si vous avez une formulation clinique particulière, vous allez devoir tester cette formulation aussi. Si vous, par exemple, vous faites une sous-cute avec un antihistaminique, une nouvelle insuline, par exemple, vous devez aussi tester la formulation chez l'animal. Alors, si vous ne l'avez pas testé dans vos essais cliniques, parce que vous ne l'aviez pas encore, vous devez le faire avant de commencer l'essai clinique sur une étude dédiée, ce qu'on appelle une étude de tolérance. D'accord, parce que des fois, pour avoir une solution, on va être obligé d'utiliser des substances qu'on sait qui ne sont pas forcément, qui peuvent être nocives pour l'animal, mais qu'on ne sera pas obligé d'utiliser chez l'homme. Mais alors, généralement, quand on fait ça, on a deux groupes contrôle, on a un groupe absolu et un groupe avec la formulation, et on peut alors à ce moment-là expliquer que généralement, c'est des problèmes de tolérance locale. La toxicité gastro-intestinale qu'on a vue était liée la brafil, la brasol, tous ces machins-là que les chimistes nous obligent d'utiliser parce qu'ils fabriquent des molécules de moins en moins solubles. Oui. Vous avez dit que vous utilisez des modèles ou vous utilisez des mutations de PC53 pour accélérer la formation des cancers, mais ça peut affecter profondément la signalisation cellulaire et du coup, ça peut... Alors, ce sont des... du coup, ça peut changer les cibles et les interactions moléculaires de votre molécule. Alors, donc, les modèles qu'on utilise, c'est le modèle le plus commun, c'est le RAS. Donc, vous avez une mutation, mais uniquement sur un des deux allèles. Donc, l'animal en lui-même a un développement tout à fait normal. Et donc, l'idée là, c'est que vous avez déjà primé. Donc, si votre molécule, donc, il faut une étape de moins pour arriver à muter complètement ce proto-oncogène. Ça a été validé par différents modèles, etc. Et donc, on a restandardisé, mais encore une fois, le modèle même qu'on utilise de traiter les animaux pendant 2 ans, la prédictivité par rapport à ce qui se passe chez l'homme, elle est très difficile à évaluer. En général, c'est des modèles tellement artificiels, parce que vous administrez des produits, des quantités énormes pendant très longtemps. Et donc, le modèle en question, là, il y a une mutation, mais qui ne modifie pas la survie, l'évolution normale de l'animal. Simplement qu'ils sont moins, ils ont un gène
une mutation plus proche de la perte de P53 ou de la mutation de race. Merci. Quand on voit la masse de travail qu'il faut faire finalement pour évaluer la toxicité par rapport aussi au développement de la molécule, en termes de coût, est-ce qu'on a une idée? C'est rien du tout par rapport aux essais cliniques. Oui, enfin c'est sûr, pas avant, à la limite avant l'essai clinique, mais quand on est déjà... Oui, on prévoit tout par rapport aux évaluations précliniques. Non, vous avez raison. Vous avez raison, mais ceci dit, c'est vrai, non, c'est un coût. C'est aussi l'importance de ne pas le faire sur trop de molécules, donc de ne pas avoir 10 candidats, etc., de pouvoir anticiper en amont, donc d'où les stratégies qu'on met en amont pour essayer d'anticiper, et la difficulté, c'est de ne pas en tuer trop, etc. Mais ceci dit, les études les plus lourdes, les carcinos, qui coûtent 1 ou 2 millions d'euros, 1 million d'euros, vous ne faites pas une phase 1, vous faites à peine une phase 1 avec 1 million d'euros. Donc le coût relatif de la tox n'est pas, c'est pas le budget le plus important. Et comment ça se passe lorsque l'on doit développer une molécule chez le nourrisson? Chez le nourrisson, bonne question. Ça, c'est un point très important. Alors, en fait, le nourrisson, c'est peut-être un peu plus, mais c'est, disons, pédiatrique, puisque généralement, les molécules, on considère que c'est 18 ans, c'est l'adulte. Alors, nos espèces animales, en général, nos rats, on les utilise à un âge, on commence à les traiter, qui ne sont pas encore tout à fait matures, donc ils sont un peu plus jeunes, les chiens aussi. Mais vous avez une obligation de réaliser des études chez l'animal pédiatrique. Donc, vous allez faire des études ce qu'on appelle juvéniles, je n'en ai pas parlé là, pour un développement pédiatrique. Et en fonction de l'âge des enfants auxquels vous allez les donner, vous devez commencer, je ne sais pas moi, des souriceaux, des ratons de 4 jours ou bien de 21 jours, donc avant qu'ils soient sevrés. Et donc, on fait ce genre. Il y a une grande polémique autour de l'utilité de ces études. Franchement, il y a très peu de cas où vous découvrez une tox que vous n'avez pas prédite par ailleurs dans des études juvéniles. Et ça fait l'objet d'ailleurs d'une grande discussion pour le moment au niveau d'ICH. C'est ICH S10 qui est en train d'être revu. Et donc, mais c'est une obligation. D'ailleurs, beaucoup de sociétés, vous savez que si vous êtes les sociétés, on leur demande de faire un développement pédiatrique pour les produits. Et on a un avantage à le faire puisqu'on gagne 6 mois d'exclusivité supplémentaire. Et donc, on est souvent amené à devoir devoir faire des études sur des produits. Vous devez faire ça avant, je crois, de déposer le dossier. Donc, on est amené à en faire. Mais il n'y a pas toujours des indications pédiatriques pour votre molécule.